Philippe Turlet, bonjour. Bonjour Renaud. Vous êtes journaliste britannique à RFI et on va parler avec vous de Emmanuel Macron, la société française, la société britannique. Et je voulais d'abord revenir avec vous sur cette fameuse interview qu'il a donnée à des journalistes français dimanche à TF1 LCI. Je me suis demandé si est-ce que les premiers ministres britanniques recevaient aussi chez eux à Downing Street des journalistes pour des interviews. Est-ce que c'est très franco-français de faire ça? Alors, il y a deux choses. La première, c'est oui. Depuis un certain temps, le Premier ministre en exercice, que ce soit Theresa May ou avant Gordon Brown ou David Cameron, a reçu des journalistes au 10 Downing Street. Mais dans ce cas, c'est souvent un seul journaliste qui va pour une interview relativement courte qui dure 10 minutes, un quart d'heure. En Angleterre, en Grande-Bretagne, on n'a absolument pas du tout l'habitude de la France qui, pour moi, toujours a une super capacité de nous replonger au XVIIIe siècle avec le roi qui reçoit trois petits journalistes pour parler. Et on a vu exactement la même chose ce dimanche avec Macron qui est dans son palais, qui parle à trois journalistes qui sont là et qui ont du mal à placer une question. Il fait son discours. Et c'est... ça crée un rapport de force quelque part. Voilà, c'est un peu un rapport de force. C'est un peu la France est un pays très moderne, mais en même temps, la France est un pays très nostalgique. Et on a ce que j'appelle toujours une monarchie élective, et ça ne change jamais. Et même pour un président de 39 ans, on conserve cette tradition. Même François Hollande a dit je ne le ferai pas, j'irai dans les studios de télévision. Il ne l'a pas fait. Et donc Emmanuel Macron, il adore, il aime bien. Je pense que les présidents élus aiment bien cette image de monarque. Et on voit ça de toute manière avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est moderne, il est jeune, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est assez vieux jeu dans sa désir de maintenir les habitudes d'autrefois en France. On parlait aussi de la rareté de sa parole, puisque c'était la première grande interview depuis son mandat. Idem, en Grande-Bretagne, est-ce que la parole du Premier ministre est assez courante, on va dire, ou est-ce qu'elle se raréfie pour que ça soit le plus prestigieux, le plus solennel possible? Non, c'est beaucoup plus facile, je pense, d'obtenir des paroles de la Première ministre. Pour la simple raison que nous, notre chef d'État, c'est la reine, alors que la reine, elle ne parle jamais à personne. Oui, voilà, elle ne donne jamais d'interview. Donc elle, c'est un peu l'équivalent entre Emmanuel Macron et Theresa May. Et donc Theresa May, elle est comme un ministre quelque part, donc elle est plus facile, plus abordable, et elle parle plus souvent qu'Emmanuel Macron pour le moment. La grande actualité aussi, c'était le discours hier d'Emmanuel Macron sur la sécurité. Le Royaume-Uni a été particulièrement touché cette année par les attentats. La France en a déjoué 13, en tout cas ce qu'affirme Emmanuel Macron depuis le début de l'année. Quel regard vous avez porté sur ces mesures et ces nouveaux effectifs qui vont être apportés à la police notamment? Alors, premièrement, je pense que les Français, ils ont besoin de se sentir en sécurité. L'idée de Nicolas Sarkozy de défaire la police de proximité qui était créée par Lionel Jospin, j'ai toujours trouvé que c'était une idée qui était pas bonne, parce que la police de proximité, c'est pas seulement pour faire en sorte qu'il n'y a pas de crime, mais c'est pour rassurer la population. Et là, depuis, il y a eu de nombreuses plaintes en disant on est complètement seul, il n'y a personne qui s'occupe de nous, la criminalité augmente. Donc, sur ce point-là, je pense que c'est une bonne chose. Là où je me pose la question, c'est qu'on a cette nouvelle système de police, la PSQ, police de sécurité quotidienne, qui va être créée. C'est plutôt pour la sécurité de tous les jours. Je ne pense pas que ça aidera beaucoup pour les questions de terrorisme, qui est le grand cheval de bataille d'Emmanuel Macron. Donc peut-être que cette nouvelle force de police, la PSQ, aiderait à déjouer des attentats qui soient peut-être en cours de création, mais pour empêcher un attentat, comme on a vu à Londres, où on a les Bobbies depuis 200 ans, ils n'ont pas pu empêcher les attentats qu'il y a eu à Londres. Un mot aussi, hors attentat, sur la police et les violences policières. Je sais qu'on en parle énormément en France, on en parle aussi énormément aux États-Unis. Est-ce que c'est un sujet qui fait polémique et débat aussi chez vous, et il y a des faits divers récurrents comme ça? Il y en a. Je pense que dans toutes les sociétés, il y a toujours eu des histoires de policiers. Et quand il y a une presse plus ou moins libre pour les raconter aussi. Je pense en Grande-Bretagne, moi je sais que les histoires de bavures policières, etc., ont fait la une de la presse.
c'est vrai que ça fait toujours mal à la police en général, parce que je dirais que 99% des policiers font un travail honnête, qui essaient de faire bien leur travail. Sûr. Mais évidemment, on est un peu dans la même situation qu'en France concernant ces bavures et ces policiers parfois qui dépassent les bornes. Allez, un mot maintenant sur le Brexit. Ça fait plus d'1 an maintenant que le vote a eu lieu. Ça fait presque 7 mois que le déclenchement de la procédure a eu lieu. On a l'impression que pas grand-chose a été effectué finalement encore aujourd'hui. Alors, je vais vous mettre dans la situation de Theresa May. Parce que Theresa May a essayé. Elle était contre le Brexit au début. Elle se trouve Première ministre pour mettre en route le Brexit qu'elle ne voulait pas. Deuxièmement, elle dit, bon, on va aller appeler aux urnes pour consolider ma majorité pour que ça soit plus facile. Elle loupe tout, elle perd la majorité. Maintenant, elle est obligée de gouverner avec des unionistes de l'Irlande du Nord, ce qui n'est pas facile pour elle. Et dans son propre parti, elle a ceux qui sont pour un Brexit dur, ceux qui sont pour un Brexit soft et ceux qui ne veulent pas de Brexit. Et ceux qui veulent prendre sa place. Il faut qu'on négocie, et ceux qui veulent prendre sa place, exactement, comme Boris Johnson. Voilà. Donc il faut qu'elle négocie avec tout le monde, qu'elle regarde dans le rétroviseur pour être sûre que personne ne peut piquer sa place parce qu'elle est dans une position de fragilité. Et à Bruxelles en face, qui dit, voilà, c'est comme si on téléphone pour acheter une voiture, et au bout du fil, on a une personne qui dit, bah, je ne connais pas très bien la voiture, je ne connais pas sa couleur, je ne sais pas de quelle marque il s'agit, je ne connais pas le prix. Et c'est avec cette personne-là qu'on doit faire affaire. Donc, c'est un peu ça, pour le moment, la Grande-Bretagne. Donc, il y a 3 sujets qui fâchent. Le premier, c'est le budget, combien la Grande-Bretagne doit payer pour quitter l'Union européenne. Deuxième, c'est les ressortissants européens qui restent en Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'ils vont devenir, et les Britanniques comme moi, qui vivent en Europe. Et troisièmement, la frontière entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise. En ce qui concerne le budget, c'est au point mort, pas d'accord prévu dans les médias. Donc, les Britanniques ont proposé 20 milliards, les Européens veulent entre 60 et 100 milliards, donc pas d'accord pour le moment. Là où ça avance un petit peu, c'est sur le sort des ressortissants européens en Grande-Bretagne. Est-ce que si on rejoint le référendum aujourd'hui, l'opinion voterait encore oui? À 51%, quand même, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Je ne peux pas vous donner la réponse, mais il semble, selon les sondages en Grande-Bretagne qui sont faits, que même si le vote avait lieu de nouveau aujourd'hui, les Britanniques voteraient en faveur d'un départ, mais avec peut-être un peu moins de monde favorable. Mais là, on ne le sait pas de toute manière. Il faut oublier l'idée qu'il y aura un deuxième référendum, il n'y en aura pas. Un dernier mot peut-être sur Macron, qui avait promis d'être plutôt tough sur le Brexit, plutôt dur sur le Brexit. Comment est-ce qu'il est perçu en Angleterre sur ce sujet, justement? Est-ce qu'on le considère comme quelqu'un qui veut punir l'Angleterre? Alors, Emmanuel Macron est assez bien perçu comme un jeune président, beau, dynamique, etc., comme beaucoup d'autres pays européens. Un souffle d'air frais par rapport à Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais sur le Brexit, il est assez mal perçu, un peu comme avec Angela Merkel, les 2 forces les plus dures en Europe qui veulent carrément embêter les Anglais pour les faire sortir de l'Union européenne, mais avec un deal qui leur convient et pas pour les Britanniques. Mais je pense que sur le fond, Emmanuel Macron, le Brexit, c'est juste une question parmi beaucoup d'autres questions qu'il doit gérer pour l'Europe. Et je pense que, d'ailleurs, avant l'élection d'Emmanuel Macron, les Britanniques disaient, ben voilà, on va prendre les devants, on va quitter l'Union européenne, il n'y a plus d'avenir dans l'Union européenne, donc c'est bien qu'on parte. Mais depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on a un nouveau souffle dont l'Europe avait vraiment besoin, quelqu'un qui est pro-européen, et ça a un peu ringardisé les pauvres gens qui ont voté pour le Brexit. Merci beaucoup Philippe Turle. On espère que malgré le Brexit, vous continuerez à travailler longtemps en France. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Le Figaro.